Arrivé à la quarantaine, j'ai fait ça comme il faut, un burn-out, un divorce, et puis de repartir un peu de rien, ça m'a incité à être créatif. Il y a un truc qui est venu dans mes mains. En fait, c'était pas une volonté d'être potier, mais ça s'est offert à moi, j'ai suivi le mouvement. Et donc ça, c'était il y a 3 ans. Donc moi, d'une formation d'ingénieur, j'ai énormément apprécié tout le raisonnement intellectuel qui va chercher à optimiser, à faire mieux et tout ça. Je trouve ça très bien. Et par contre, je me suis senti en désaccord sur produire beaucoup plus tout le temps, sur produire beaucoup plus, entre guillemets, à n'importe quel prix, sans prendre soin de la terre, de la vie. Donc là, ça m'a mis en désaccord. Je pense que c'était aussi en lien avec mon burn-out où il y avait dissonance. Bienvenue au cœur de la Terre pour un atelier poterie où Renaud va nous présenter son activité. Voilà, Renaud ici que j'ai rencontré récemment grâce au biais d'une amie qui est en création d'une maison en terre cuite, terre paille. Une structure en bois. Ouais. Et donc on s'est rencontrés comme ça récemment sur le chantier. Un chantier participatif. Elle s'installe sur un projet maraîchage bio avec moi et du coup par le lien là-bas et effectivement tu étais en train de prendre des vidéos et moi j'avais la main dans la boue. Ouais, on a discuté et puis on a sympathisé. Et on s'est dit que ce serait sympa de faire une vidéo chez toi pour présenter ton atelier poterie parce que je trouvais ça très intéressant ce que tu faisais. Et ton parcours aussi, parce que toi, tu as un parcours un peu intéressant, tu étais ingénieur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi, donc ingénieur de formation, ingénieur en mécanique. Arrivé à la quarantaine, j'ai fait ça comme il faut, un burn-out, un divorce, et puis de repartir un peu de rien, ça m'a incité à être créatif, et puis à créer ma vie au lieu de suivre quelque chose que j'avais pas franchement choisi. Et au gré de ces petits épisodes, je suis malgré moi tombé dans la poterie. Ça s'est passé de manière assez rigolote, c'est que ayant un petit peu de temps et surtout quand même ma formation d'ingénieur, j'ai vu un lave-linge sur un trottoir et puis j'ai vu dans ce lave-linge un moteur, une poulie courroie qui pouvait faire tourner quelque chose. Donc j'ai emmené le lave-linge, je l'ai démonté, j'ai récupéré les pièces et j'ai fait une boîte en bois autour, ce qui m'a permis de fabriquer le tour qui est là. Ah oui, c'est toi qui l'as fabriqué. C'est moi qui l'ai fabriqué. Trop bien. Et alors tout le monde m'a dit ouais, ça va pas marcher, le bois va pourrir, ça va pas être assez puissant, tout ça. Il a 3 ans. Bon, j'ai changé la boîte en bois quand même. Ouais. On peut l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Donc là, on retrouve le moteur. J'ai récupéré tout ça, surtout le palier qui est intéressant. Ouais. Et puis j'ai juste acheté un petit variateur là à 20 € pour pouvoir régler la vitesse. Sinon, on est en mode essorage directement et ça, c'est un peu compliqué. Trop bien, ouais. Et donc j'ai commencé la poterie comme ça. Tout seul dans mon coin, j'ai fait des patates et du crépi, donc c'était pas terrible. Et puis en regardant 2-3 tutoriels sur YouTube, il y a un truc qui est venu dans mes mains. En fait, c'était pas une volonté d'être potier, mais ça s'est offert à moi, j'ai suivi le mouvement. Et donc ça, c'était il y a 3 ans. Donc première année, je faisais un peu dans mon coin, enfin les 6 premiers mois. Après, j'ai commencé à vendre, à faire des petites expos. J'ai proposé des copines qui passaient, tiens, tu veux essayer? Et puis très rapidement, j'ai senti l'élan de proposer des ateliers. Et donc pendant 1 an, j'ai proposé des ateliers à hauteur de peut-être 5-6 ateliers par mois. Ouais. Et là, depuis septembre, je suis passé dans un autre mode. Là, je suis plutôt à 5-6 ateliers par semaine. D'accord. Donc là, je fais des ateliers en simple ou en double. Je travaillais jusqu'à présent exclusivement en tournage. Et aujourd'hui, je m'ouvre au travail à la plaque qui offre d'autres possibilités en termes de modelage et beaucoup plus d'accessibilité pour les gens. Le tournage est très exigeant techniquement, ça demande une pratique régulière. Tandis que le modelage, n'importe qui, à partir de 5-6 ans, on peut faire des trucs sympas. D'accord, et t'as pas pris de cours vraiment chez un potier? Non, j'ai jamais pris de cours, je n'ai pas été... formé, Je me suis inspiré pas mal tout ce qu'on peut trouver sur Instagram, YouTube et compagnie. Et
Et en fait, quand je le regarde aujourd'hui, 3 ans plus tard, il y a quelque chose de très fort. J'ai eu l'impression de réactualiser un savoir que j'avais déjà. Pour ceux, je sais pas, par exemple, moi j'ai fait du ski plus jeune. Quand je refais du ski aujourd'hui, ça fait peut-être 5 ans que j'en ai pas fait. La première demi-heure est inconfortable, mais le corps se rappelle, donc assez rapidement on reprend ses marques. Là, c'est exactement pareil. Ça a été très très puissant à cet endroit-là. Et ça s'est ouvert dans d'autres espaces, en particulier les tambours chamaniques que je fais depuis cet été, avec ce sentiment en fait que le savoir est universel, qu'on est tous connectés à cette source universelle de connaissances. Certains avec plus de facilité dans certains domaines, c'est ok. Et dans un deuxième temps, c'est comment se laisser disponible à recevoir cette connaissance et ensuite la mettre en matière. Et je travaille sur moi, le burn-out, le divorce m'ont bien fait gratter en profondeur, ce qui fait que j'ai pu contacter au fond de moi cet état où je suis ouvert à ce que j'appelle l'inspiration, où voilà, je reçois du savoir et ça sort dans mes mains. Donc, je me mets à disposition de là-haut. Et donc c'est vraiment magique à cet endroit-là. La poterie est géniale là-dedans aussi, c'est que c'est assez exigeant, le tournage. C'est que si on met trop de volonté dans ce qu'on veut faire, en général ça part en cacahuète. Et il y a tout ce jeu avec la terre où il faut être dans le senti physique, parce que c'est les mains qui écoutent. On est obligé de déconnecter le mental, parce que si on le fait avec la tête, ça ne fonctionne pas. Donc chaque fois que je fais de la poterie, c'est une invitation à redescendre et à me laisser inspirer. Et je le vois bien dans mes créations, quand je veux produire afin de vendre, ça se passe pas bien. Et quand je suis je me laisse inspirer et je laisse se produire ce qui doit se produire, c'est fabuleux. Les gens achètent avant même que j'ai mis les étiquettes sur le marché. Et il y a une transaction qui dépasse le monétaire, c'est énergétiquement. Il y a, on peut parler de ça, du cœur que j'ai mis dedans, l'amour que j'ai mis dedans, est reçu par le client. Et il y a un truc très très fort à cet endroit-là. Et dans un deuxième temps, la conséquence, c'est que je reçois de l'argent qui me permet de continuer à vivre ici dans la société. Donc voilà. Non, c'est très bien. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un atelier en début de semaine dans mon village là, et il y a déjà 3 potiers qui se sont formés entre eux, art créatif. Enfin, ils font du luxe limite pour des restaurants, ou pour exposer à Paris. Même ils incrustent de l'or. Voilà, ils sont réputés. Voilà, et puis toi, tu t'es formé sur le tas, donc quoi, c'est intéressant. On peut se former soi-même. Oui, je crois que en fait, si on se laisse accueillir l'élan qu'on a à l'intérieur. Alors, j'ai la chance d'avoir cette formation d'ingénieur qui me permet de représenter, de voir en 3D, de calibrer, tout ça. Donc ça, c'est quand même très confortable. J'ai la chance d'avoir des mains qui sont magiques, parce que j'ai toujours entendu t'as des mains en or, t'as la main verte, machin bidule. Je découvre aujourd'hui le magnétisme et tout, donc ça c'est voilà. Mais j'ai ça, et mon chemin de vie m'a amené à arrêter de rester dans ma tête et à descendre dans mon corps, dans mon cœur. Et à cet endroit-là, ça ouvre des espaces fabuleux de création. Et tu vois, création, c'est la vie, procréer, ouvrir, partager, faire vivre. Donc tout vient là. Donc là, c'est le cœur de la terre. Il y a le jeu de mots avec la terre, mais si on regarde la terre comme son intérieur, c'est une invitation ici, dans plusieurs espaces, à revenir à son intérieur. Et de là, une fois qu'on a bien les pieds dans la terre, bien ancrés, là, on peut surgir vers l'extérieur, créer, fabriquer et diffuser. Et en particulier, j'en profite, donc je fais des ateliers techniques de poterie. Je propose aussi ce que j'appelle de la pot-thérapie, P-O-T, thérapie, c'est un jeu de mots, c'est de l'art-thérapie, où à l'occasion du travail de la terre, on va pouvoir aussi venir contacter des espaces intérieurs qu'en général on essaie de ne pas trop voir dans la vente. Dans un lieu bienveillant, sécurisé, je suis là pour assurer ça. Mais ça permet à des gens de laisser émerger des choses qu'ils n'ont pas trop l'habitude, et c'est très transformateur, réparateur à cet endroit-là. Donc là, c'est quelque chose que j'avais à cœur de proposer depuis un certain temps, et tout mon travail intérieur fait qu'aujourd'hui ça s'ouvre.
Et ça se fait en 3D, c'est parce que les gens viennent me solliciter, justement, on a fait des ateliers là, et c'est magique de voir comment la personne arrive, et comment après 1h30 d'atelier, elle repart, il y a un avant et un après. Ouais, c'est un peu comme du yoga, et c'est reposant. Alors il y a l'aspect reposant, on est très concentré, donc aussi ça nous oblige à plus trop penser. Ouais. Là, on va à un moment donné, on en parlera tout à l'heure, mais on va préparer la terre, on vient en contact avec la terre. Et si on reste avec la terre de mon intérieur, je viens en contact avec moi, donc je me pose aussi dans cet espace-là. Au niveau du tournage, on vient centrer la pièce, donc là, il y a l'alignement. Et on vient élever et abaisser la pièce. Donc c'est les mouvements de vie, un peu respiration, inspiration, expiration. On vient travailler sur trouver la détente dans l'effort, parce que ça demande de pousser à un moment donné, mais si on pousse avec tout le corps, on va être crevé au bout de 5 minutes, donc c'est comment je peux juste concentrer mon énergie à un endroit donné pour que ça se fasse, et après j'abreuve les clients de conseils, et une fois que j'ai fait tout ça, je leur dis, oubliez tout, écoutez vos doigts. La sensibilité. Donc on vient à la sensibilité, et c'est ce qu'on retrouve dans les espaces méditatifs où on va se calmer, on va amenuiser un peu certains sens, on va fermer les yeux souvent pour revenir à l'intérieur, des fois on va se concentrer sur l'auditif ou au contraire, voilà. Et là on fait ça aussi. Donc on pourrait parler de méditation active effectivement à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Trop bien. Ouais. Et donc qu'est-ce que tu fais comme fabrication ? Tu peux nous montrer un peu tes réalisations? Ouais, globalement, je fais un peu tout ce qui est pseudo-cylindrique, toutes les formes de révolution qu'on peut faire. Et en particulier, je fais juste un petit aparté qui va expliquer la première présentation. Dans les familles d'argile qu'on travaille, il y a 3 grandes familles. Il y a la faïence, le grès, et après la céramique au sens propre du terme, porcelaine et compagnie. Les 2 dernières, le grès et la céramique, sont des choses qu'on cuit à haute température, 1300 degrés, et qui deviennent étanches après cuisson. Après on décore avec de l'émail si on veut, il n'y a pas de souci. Par contre la faïence, quand on la cuit, basse température, aux alentours de 1000 degrés, elle reste poreuse. Et c'est l'occasion à ce moment-là, effectivement, d'utiliser cette porosité, en particulier pour fabriquer des oyas. Ouais, on va voir ça, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, c'est juste une cruche, pour ceux qui ne savent pas. Simple. Donc là, regardez, elle est vide. Hein. Et puis ici... Alors déjà, on voit que la surface se mouille généreusement. Ouais. Hop, on va bien remplir. On va discuter un peu et puis on va voir ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que ça, on les retrouve du coup dans les jardins? Voilà, on les retrouve dans les jardins, dans les potagers. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais pour moi, ça parle quand même du Maghreb ou de ces endroits-là. Et puis c'est ancestral. Et on va deviner, bon, on va attendre un peu, ça va venir. Et l'idée, en fait, c'est de les enterrer à ras de terre, de les remplir d'eau, et par capillarité, en fonction de l'humidité du sol autour, l'eau va soit rester dans la cruche ou au contraire diffuser vers l'extérieur, ce qui va permettre une irrigation lente, mesurée, par le dessous, ce qui fait qu'il y a peu d'évaporation. Et en fait, en général, alors bien sûr, il faut arrêter la culture traditionnelle en ligne. Hein. Là, on fait des cercles, on fait des carrés. Et donc l'idée, c'est de venir disposer sa végétation autour. Et on observe en dessous que le système racinaire en fait, va venir s'installer autour de l'Oya. Alors celui-là, il est un peu petit, mais sur les 2 litres qui sont un peu plus gros, dans les chauds mois d'été en Sarthe ici, on a une autonomie de 3-4 jours. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de venir arroser les tomates tous les jours. Et puis voilà, on a plein de gains à cet endroit-là. Ouais, ça permet de garder de l'eau et d'éviter d'en gaspiller, quoi. Ça évite d'en gaspiller, ça évite tous les stress hydriques. Si j'ai oublié d'arroser ou s'il y a un vrai coup de chaud, l'eau va diffuser plus vite et puis c'est tout. Voilà. Ouais, c'est génial. Donc ça, c'est ta fabrication. Toi, tu vends ça maintenant sur le marché ici au Patis Saint-Lazare. Alors, je vends ça sur le marché au Patis Saint-Lazare et puis à ceux qui veulent. Ce que j'observe régulièrement, c'est qu'il y a pas mal de gens qui m'en achètent un. Et puis ils reviennent quelques semaines après pour m'en prendre 3-4. Soit pour eux, soit pour étoffer leur jardin, soit pour offrir à des amis aussi. À des amis.
peux le décliner pour mettre dans un pot. Donc là, en fait, là, tout est émaillé sauf à l'intérieur. Ouais. Et cette tige-là va être dans le pot, donc l'eau va, par porosité, va venir ici, diffuser dans la terre. Si j'avais une plante là, moi, je pourrais planter mon Oya ici. Et puis ça peut faire déco aussi un petit peu. Ah oui, parce que normalement l'Oya il est enterré. Ah oui, il est enterré alors que ça c'est moins enterré. Ça on vient juste le planter pour imaginer quelque chose comme ça. Ouais, trop bien. Voilà. Donc, c'est trop joli. Les proportions sont respectées. Mais, parce que là, toi, en ce moment, tu aimes bien faire des espèces de champignons, là, aussi, ouais, voilà. Tu me disais tout à l'heure. Comme je disais tout à l'heure, cette notion de se laisser inspirer, j'ai pas de gamme précise parce qu'en fonction des moments, j'ai des inspirations et je me laisse porter. Je suis arrivé là, on est arrivé à l'automne et en septembre, je me suis senti pris par ces énergies d'automne. J'ai pensé aux champignons et du coup j'ai commencé à décliner ici toute une série de champignons déco, très variés les uns les autres avec des plus ou moins gros, et puis on peut faire des motifs. Tu m'expliquais ça là tout à l'heure? Ouais, alors donc ça c'était juste une famille de champignons et puis pendant le marché je voyais ce médaillon ici et je me suis dit oh mais ça ferait un super bijou. Ça pourrait presque être une bague aussi, il y en a qui aiment. Je pensais plutôt à des boucles d'oreilles ou à des pendentifs. Et ben donc voilà, je me suis laissé inspirer et j'ai été. Tu m'as montré ça. J'ai commencé une petite famille de boucles d'oreilles. Voilà, on va dire que c'est un peu les prototypes, mais il y a déjà l'esprit est complètement là. Ouais, il y a déjà quelqu'un qui t'en a commandé là. Voilà, à la sortie du four, avant même que j'imagine comment je vais les monter, quelqu'un m'en a acheté. Et dans l'esprit rigolo, c'est que ce marché où je me suis dit que je pouvais faire des boucles d'oreilles, j'ai vu un tas de verres à texture. Et donc, je roule ma terre dessus, ce qui fait que je peux avoir des textures sur mes boucles d'oreilles. Bah oui. Et là derrière, c'est les cadres pour. Ouais, alors ça c'est un fût, c'est un prototype, mais c'est un prototype de fût. Là, c'est du bois là, mais. Là, c'est du bois. C'est pour ton autre activité. Voilà, c'est pour les tambours chamaniques. Donc là, il est très grand. Ce serait on appellerait ça un tambour de rassemblement qui pourrait se jouer. Donc l'idée serait de tendre une peau par-dessus, jouer à deux maillotches. Là, on a quelque chose de très cossu. Mais effectivement, cet été, je me suis senti l'élan de me fabriquer un tambour pour moi. Et très vite, il y a quelque chose qui m'a dit, tiens, fabrique-en, mais de manière intense. Donc j'ai commencé à faire des cadres que j'ai proposés, des personnes m'en ont acheté. Et depuis la mi-août, je fabrique des tambours. Mais même en poterie. Et voilà. Tu en as sorti un en poterie là que tu m'as montré. Donc voilà, les tambours, comment tu les appelles déjà, les tambours de? Alors ce sont des tambours, alors je pèse mes mots. Tout à l'heure le mot que tu as dit. Chamanique. Chamanique. Ouais, alors c'est des tambours d'inspiration chamanique. Je pèse mes mots parce que je ne suis pas chaman. Ouais. Et donc tout ce qui est investissement de l'animal et tout, c'est quelque chose de différent. Et à la fois, je sais en fabriquant ces tambours ce que je mets dedans. Et je connais la puissance vibratoire dans le soin, dans la réparation, dans le corps. Donc moi, c'est plutôt ça. Si quelqu'un après veut faire une cérémonie chamanique, il contacte un chaman, il n'y a pas de souci. Mais là j'ai aucune prétention à ce niveau-là. Et là aussi, je me sens serviteur de cet espace chamanique en proposant des tambours pour que les gens puissent aller contacter ces choses-là. Différent, est-ce que toi, tu es tombé dans la musique ou Non, pas du tout. Non, tu es comme ça. Non, mais tu as raison, et ça parle juste de vibratoire. Alors on va voir là un peu les nuances aussi. Ouais. Parce que moi, je pensais qu'il fallait s'y connaître en musique ou pour fabriquer des trucs comme ça, mais non, toi, tu es juste comme ça. En fait, moi, j'étais surpris aussi parce que j'ai vu des luthiers ou des facteurs de piano qui n'étaient pas spécialement musiciens. Voire un peu, même pas trop, quoi. Mais très bons techniciens dans leur domaine. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a la nature de la peau, il y a l'épaisseur de la peau, la dimension du tambour et le cadre qui va permettre de résonner ou pas. Et la baguette. Et la maillotche aussi. La maillotche que tu appelles. La maillotche, donc... Là, c'est de la mousse, là. Là, c'est de la polaire. Alors là, la polaire, je suis désolé, j'ai pas réussi. Dedans, c'est de la laine de mouton que je n'ai pas moi-même, elle est brute. Ouais, parce que ça doit changer aussi la sonorité. Ça change. Je sais pas. C'est la dureté intérieure, ça va changer. Et l'extérieur, ça va être le son de contact. Parce que là, si je fais... Là, c'est très très sec.
et là c'est déjà plus doux. Donc là on est sur de la peau de daim, sur un tambour plutôt petit, là on est en cadre en chêne. Ouais, là c'est un cadre en chêne. Ouais, excellent. Et je sais pas si on entend au micro, mais ils ont une très grande longueur de vibration. Avec des harmoniques. Ouais, je sais pas, on n'a pas les micros spécifiques pour ça. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Et après, si on est plus grand, bah, c'est un peu comme les cordes de guitare, hein. Plus c'est long, voilà. Après on peut s'amuser. Enfin, il y a pas mal d'espace pour faire des trucs. Donc là on est sur du veau, un cadre en châtaignier. Et là, alors je vais prendre la bonne maillotche, le plus adapté. Ouais. Donc là, on est plus terrien. Ça, c'est parce qu'il est plus grand ou c'est le veau? En fait, on pourrait. Alors, la peau est plus épaisse, ce qui me permet de travailler sur une plus grande surface. Et après, pour ceux qui sont un peu musiciens ou techniciens, on pourrait imaginer, si on imaginait une corde ici, plus ma corde va être longue, plus elle va être grave. Et en fait, on est une corde en 2D. Surfacique. Donc si on regardait les ondes, plus c'est grand, plus ça va faire des ondes longues, donc quelque chose de grand. Le tambour ici sera un peu plus grand. Et là j'ai en projet de faire ce qu'on appelle une mama drum. C'est un tambour qui fait à peu près 1 mètre de diamètre, qui est haut à hauteur d'homme comme ça. Et donc là voilà, là on vient travailler quasiment les graves, les infras, avec cette notion, plus je descends dans la tonalité, plus je viens m'ancrer dans mon moi, dans la terre. Et donc effectivement, étant potier, oui, c'est ça qui est intéressant. Travaillant la terre, donc j'ai fabriqué un cerclage en terre, en argile. Là je l'ai émaillé en rouge. Ouais. Donc là on est sur la peau du même animal. Et on a des sonorités très différentes. Alors il est plus petit, on ne peut pas vraiment comparer. Mais... Ouais. Malgré sa taille, il est quand même assez posé aussi au fond. Ouais. Alors c'est très bien, c'est un peu plus lourd. La seule contrainte, c'est que si ça tombe de 4 cm, ça explose. Donc il y a un soin particulier à prendre à cet endroit-là. Il est un peu plus lourd, mais j'ai fabriqué un autre cerclage qui est un peu plus grand. Et après, je suis limité, en fait. Mais c'est le tour, hein. Non, le tour, ça va, je peux faire un montage. En fait, je fais une espèce de cheminée qui s'ouvre, et après je coupe, comme ça je garde la partie haute. Mais par contre c'est mon four qui fait 40 cm, et à la cuisson on peut dilater de 10%, donc 4 cm. Ouais. Ce qui fait que je peux pas faire plus gros que 36 cm. Et là on est, là je peux faire un peu plus grand que ça, mais on est vite limité, tu vois, c'est un peu comme l'abat-jour qui est là-haut. On est un peu dans les mêmes gabarits de taille. Donc là, pour pouvoir me balader en forêt avec ce couteau qui est particulièrement agressif, l'idée c'était de lui faire un fourreau pour pouvoir le ranger. Ouais. Hop. Donc il sera comme ça. Donc la peau des tambours elle est très très dure, mais quand on la mouille, on a quelque chose d'assez souple. Alors là elle est épaisse. Hein, ah oui, ça c'est de la peau, ouais. Ça c'est de la peau, c'est la même peau que d'accord, ouais, on a pas l'impression. Donc côté poil. Donc il n'y a plus de poils, mais ça c'est le côté poil, et puis ça c'est le côté intérieur qui a été plus ou moins traité pour avoir les épaisseurs. Mais c'est quelque chose qui est très très costaud. Trop bien. Et en parallèle, je coupe des lanières de peau, plus ou moins larges, suivant ce que je veux faire. Et là on a des trucs voilà, qu'on peut étirer, ça s'étire un peu au début comme ça, mais on a vraiment de la corde, quoi. Oui, c'est vraiment costaud. Ouais, c'est bluffant, hein. Là tiens. Voilà. Ouais. Hein, donc la peau comme ça, elle gonfle et elle se ramollit en mouillant, et à l'inverse, elle se rétracte. Ce qui fait que si je tends un peu comme ça, quand ça va sécher, ça va être super super tendu. Donc après, il y a un lassage. Donc pour une peau comme ça, on est 18 x 50, on a à peu près 15 mètres de lacet comme ça. Je découpe dans la peau, dans ce qui reste de la peau, 15 mètres de lacet, et je lasse tout ça. Je mets à sécher tout en douceur.
Alors l'inconvénient de tout ça, c'est que ça reste très vivant. C'est-à-dire que dès qu'il y a une variation d'humidité, la tonalité change. Ah oui, d'accord. C'est pas un bon instrument de musique. Celui qui veut faire de la musique, il va être très embêté, on ne peut pas l'accorder. On pourrait trouver des techniques, et c'est pas l'idée ici. Ouais. Mais effectivement, non, là j'ai vu comment étaient fabriqués d'autres tambours. Et tu la trouves où, la peau? Alors c'est l'inconvénient. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de tanneur dans le coin. Ouais. En région. Donc je la commande chez des tanneurs qui sont quand même plutôt dans le sud ou dans l'est. Donc c'est quand même un livreur GLS ou la Poste qui voilà. Ce qui me gêne un petit peu malgré tout. Et à la fois ça permet d'avoir des très belles peaux. Ouais. Ça reste ok. Alors ça m'amuse beaucoup moins parce que je sais pas si vous imaginez récupérer une peau avec les poils, avec là encore des petits bouts de chair dedans, les pattes qui pendouillent, et la gratter, la nettoyer, la tremper, l'épiler, la ressécher, la poncer et tout ça. Mais je me sens appelé à faire ça, et par synchronicité, par hasard s'il en était, j'ai croisé quelqu'un dont le mari est chasseur et qui sait pas quoi faire de ses peaux. Donc je pense travailler le sanglier et le chevreuil dans un futur assez proche. Ouais. Et c'est amusant parce que au fond de moi, je me dis ah non, c'est crade, j'ai pas envie de faire ça, voilà. Et je sens quelque chose qui me dit t'as pas le choix mon chéri, il faut y aller. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a un cadre de bien sommier sur le toit de ma voiture. D'accord. En partant pour aller me balader en forêt, je me dis bon alors si je fais des pots, il me faut un truc, un grand châssis pour pouvoir les tendre et tout ça. Et à ce moment-là, je vois sur le bord de la route quelqu'un qui avait laissé un sommier de lit qui fait un joli cadre pour aller tendre des pots. Donc voilà, la vie est aussi trop bien, force de proposition à cet endroit-là. Et là, je crois que c'est valable pour tout le monde. Le seul truc à faire, en fait, c'est d'accepter de se laisser accueillir les propositions que la vie nous propose. Et chacun trouvera son chemin qui est toujours différent l'un de l'autre, et tant mieux, ça fait de la variété. Bah ouais, carrément, il faut essayer de réutiliser au maximum ce que la nature nous offre. Bah oui, je crois qu'elle est géniale. Moi, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant aussi, à ton côté, enfin, la récupération, les low-tech, le recyclage avec Génération Locale. Hein. D'ailleurs, j'ai d'autres idées peut-être à côté de faire un système de Le Bon Coin, tu vois, mais pour mettre les annonces, j'ai ça qui est cassé ou j'ai ça que je me débarrasse. Enfin, Le Bon Coin le fait déjà un peu, mais des trucs comme ça hyper cassés, hyper délavés, on ne met en général pas sur Le Bon Coin, tu vois. Ah non, et même ça va à la déchetterie. À la ferraille, on va à la déchetterie. Alors que ça pourrait être, il y a des gens comme toi qui pourraient être intéressés. Exactement. Donc moi, je veux faire une plateforme directement sur Génération Locale ou ailleurs, une autre plateforme qui permet de se dire tiens, moi j'aime bien récupérer tel type de matériaux, tel truc. Aujourd'hui, je pourrais dire dans ma liste, alors je cherche des briques réfractaires, pas beaucoup, mais si j'en ai 3-4 d'un côté, des fins de chantier, tu vois, des trucs comme ça. Tout ce qui est drap blanc en coton. Un genre de too good to go, tu vois, du recyclage. Des tissus en velours, des trucs. Enfin, je pourrais avoir une liste. Des fois, je n'ai pas encore l'élan, mais je me dis, des fois, juste sur Facebook, je pourrais demander comme ça. Et puis, en fait, faire de la récup, parce que refabriquer du tissu alors qu'il y a un truc qui part à la benne à côté, faut arrêter de déconner, quoi. Enfin, non, mais c'est clair, il y a beaucoup de gens qui jettent des trucs ou qui ont des objets cassés chez eux, délavés, qui veulent plus utiliser. Et il n'y a pas de plateforme aujourd'hui, je trouve, pour. Je n'ai pas identifié directement, ou alors ça passe dans des réseaux dépôt-vente, tri, qui sont pas très connus, pas très connus et qui sont pas toujours. Je trouve que c'est pas facile de revaloriser parce que l'investissement, faut quand même racheter un truc là où on n'a pas spécialement. Des fois, c'est juste les gens, ils ont juste besoin de donner et de se débarrasser. Ouais, ça arrange les gens. Ils jettent dans la rue alors que. Qui m'a donné une centrale vapeur, elle s'en débarrasse. Mais elle aurait pu le mettre à la déchetterie ou chez Envie. J'ai partagé mon idée là, elle m'a dit j'ai ma centrale vapeur. Voilà, là encore, c'est une proposition. C'est génial, mais il faut se mettre en relation avec ces gens-là. Il n'y a pas de plateforme moi, c'est de proximité. C'est du réseau, c'est vraiment quand je parle. Mais je vois bien, avec mon ouverture de cœur, là, que de plus en plus, c'est pas moi qui décide, mais de plus en plus, je sais de quoi je dois parler avec une certaine personne, parce qu'on va
on va se retrouver là et il va y avoir une transaction énergétique ou matérielle, mais il va se passer quelque chose. Donc, non, mais c'est super intéressant. Alors ça, c'est ce qu'on... c'est marqué dessus. Hein, frigo à eau. Frigo à eau. Donc là, on est sur toujours cette notion de profiter de la porosité. Je t'ai indiqué ici, c'est froid. On sent que ça fraîchit. C'est le principe de la transpiration. On transpire, l'eau se sublime, s'évapore, pardon. Donc elle passe de l'état solide à l'état gazeux. Pour ça, elle a besoin d'énergie, donc elle prend l'énergie de l'environnement. Du coup, ça rafraîchit, c'est pour ça qu'on transpire. Donc on reprend le même principe ici. Alors normalement, je mets du sable entre les deux pour contenir l'eau, on va dire un peu, et je remplis tout ça d'eau. Donc on va avoir le même principe, ça va transpirer à l'extérieur, ça va absorber de l'énergie, et donc l'eau va fraîchir ici, d'une part, et de la même manière à l'intérieur, ça va transpirer, donc ça va prendre l'énergie qui est dedans pour aller dans l'eau. Et ce qui fait que dedans, alors il est petit, mais en plein été, quand il fait 30 degrés, on peut descendre de 6-7 degrés à peu près. Donc pour mettre des choses un peu au frais, ça fonctionne bien. Et ça aussi, c'est des trucs du Maghreb. Alors ils ont des grandes tailles, mais on profite de cette... Ouais, c'est leur système low-tech de frigo. Ah, complètement, oui, c'est complètement... Sans électricité. Sans électricité, sans énergie. Il faut de l'eau, parce que l'eau s'évapore, donc ça consomme de l'eau. Mais je crois que c'est... Enfin, pour moi, ça rejoint encore le truc, c'est... L'eau, c'est la vie, oui, effectivement. C'est la base de la vie et ça permet effectivement... Ah bah oui. Mais aujourd'hui, l'eau commence à manquer, donc c'est des questions... Oui, alors je suis un peu partagé là-dessus. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, parce que l'eau, il y en a toujours autant qu'avant. Oui. Elle ne disparaît pas dans l'univers. Rien ne se perd, tout se transforme. À peu de choses près. Donc c'est plutôt la population mondiale augmentant et les conditions, enfin comment dire, la manière dont on exploite l'eau aujourd'hui, c'est abusive. l'eau de surface potable commence à être insuffisante par rapport à notre besoin. Oui. Et là, il y a deux solutions. Soit on augmente l'eau potable, ce qui n'est pas super simple à faire, on a du mal à le faire. Et l'autre solution, soit on réduit notre consommation. Et là, ça va demander à une grande partie de la population mondiale de sortir un peu de la zone de confort et de recréer du nouveau. Et je crois qu'on se rejoint bien là, c'est cet esprit low-tech, c'est comment je peux optimiser ma manière d'exploiter les ressources terrestres pour faire du mieux possible et à la fois respecter ce qui est là et ce don, cette offrande de la terre, des ressources, comment on peut les considérer avec soin. Et après, on peut faire de très belles choses avec. Non, mais c'est clair. Ouais. Tu voulais aller faire quelque chose ? Je vais aller chercher les 4 de tambour et puis... ouais, vas-y. Puis après, on va se mettre à essayer de faire un truc, mettre les mains dans la boue. Ouais. Alors ça, c'est mon pot à café. J'ai mis mon café moulu dedans. Trop bien. Alors, j'étais un peu frustré parce que je m'attendais à ce que la terre reste un peu kaki, mais en fait, elle rougit comme la plupart des terres. Et dedans, on aperçoit toutes les concrétions qui sont des morceaux de coquillage. Ouais, alors, c'est rigolo, c'est joli. C'est pas du tout pratique techniquement parce que le coquillage, le calcaire se délite à la cuisson. Donc, les petits carrés, là, ça se tient pas dans la matière. Donc là, ça fait un moment que je l'utilise, donc ils sont un peu... Voilà. Mais du coup, si je voulais émailler tout ça, ça ferait quelque chose de compliqué. Et c'est pas cassant, du coup, vu qu'il y a des trucs... C'est un peu plus cassant, et en même temps, ça donne un truc un peu plus costaud aussi. D'accord. La grosse difficulté de travailler des terres naturelles comme ça, c'est que quand l'argile sèche, donc il perd son humidité, et quand il arrive à peu près à une trentaine de % d'humidité, il devient dur. Et quand il devient dur comme ça, si il commence à sécher là, il va durcir ici et pas en bas par exemple, ce qui fait qu'au séchage on peut avoir des fêlures. Donc ça s'est pas cassé dans le four, ça s'est cassé avant, je l'ai quand même cuit. Donc c'est des terres très exigeantes à travailler. Dans les terres commerciales qu'on a là, on met des additifs et tout. Ceux qui font du maraîchage, ils savent bien quand il y a une terre qui est un peu à craquer comme ça, on chaule la terre. Ouais. Donc là, il faudrait éventuellement que je chaule un peu pour faciliter ça. Et c'est pas le souci pour moi parce que ça reste... Donc voilà, ça c'est le marais Poitevin.
Donc on est ceux qui sont un peu sensibles ici, quand on contacte un peu la terre, on est dans la fraîcheur des profondeurs océaniques. Pour moi, on n'est pas loin quand même des animaux préhistoriques, des profondeurs. Donc quand je descends un peu, je suis là-dedans. J'observe en fonction des terres que je travaille comme ça de manière très sensible, que la géométrie des pièces que je fais est différente et par famille. Donc ça c'est vachement intéressant. Oui, parce que là les Oya c'est de la terre. Là c'est de la terre commerciale, qui est très très pratique à travailler, mais quand on a dans les mains et qu'on sent un peu, c'est mort. Il n'y a plus de vie dedans. Ça a été excavé par des bulldozers, ça a été mis en brassé, additivé, nettoyé par des grosses machines, mis dans des sacs plastiques, déplacé en camion, et puis tu l'achètes là. Bon, c'est pas cher. Celle-ci, ça c'est une terre qui a été cueillie dans le jardin d'un copain à 300 mètres d'ici, à la briqueterie. Ça s'invente pas, hein, les briques, c'est bien de l'argile. Donc c'était un un quartier où il y avait des briqueteries à l'époque. Et ici, donc pareil, je l'ai tamisé un peu plus fin. Par contre, j'ai gardé, elle avait beaucoup de sable dedans. C'est la Sarthe, hein, donc il y avait du sable. Et c'est une terre qui est un peu plus lumineuse, là, dans les tons. Elle se travaille plus facilement, mais tu vois, on a aussi des difficultés de séchage. Voilà, bon, après on peut faire toutes les formes qu'on veut. Là aussi, on voit sur les épaisseurs du fond. Elle est posée comme ça sur le support, donc quand ça sèche par le haut. Et puis en bas, à un moment donné, il y a une partie qui veut bouger et l'autre partie qui veut pas bouger. Alors ça, c'est pour faire des sifflets. Alors j'ai plus mon sifflet qui marche bien, je l'ai pas retrouvé. D'accord. Mais après, je peux faire des petits trous et puis en fonction de, un peu comme la canette de bière, bon, là, j'ai pas ajusté le trou, hein. Mais on est vraiment sur faire des petites. La taille d'une mandarine, c'est rigolo, ça tient dans la poche en forêt, puis après tu peux faire le hibou. Là, tu as voulu faire quoi là? Alors ça, c'est parce que j'ai fait un atelier de pot-thérapie hier, et en pot-thérapie, on ne cherche pas à produire une pièce. Donc j'ai travaillé cette partie-là pour montrer à la cliente comment on faisait, et je pensais la réexploiter, mais là elle commence à être trop dure, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc à ce moment-là, je la mettrai au recyclage, parce que la terre se recycle à 100%. Donc ça, c'est toutes les casses, les déchets et tout ça. Une fois que mon seau est plein, je remets en eau et j'ai récupéré un pétrin de boulanger. Qui me permet ici, dans la cuve, et je brasse avec le pétrin. Là, c'est une cuve 20 litres. Ça me permet de faire quasiment 30 kg de terre d'un coup. Vachement intéressant. Carrément. Et en 20 minutes, c'est brassé. Et je peux la garder, là, je fais exprès de la garder très liquide. Ça me permet de faire du moulage aussi, de couler dans des moules en plâtre. Et si je veux la sécher, je la pose sur la plaque en plâtre là-bas qui a une capacité d'absorber l'eau et de sécher très vite. Et donc il y a à part ce qui traîne par terre et puis les morceaux avec des poils, des machins, des milieux, la terre se recycle à 100%. On est tranquille. Donc ça partira au recyclage. C'est le début d'une pièce, donc j'ai fait une première montée simplement dessus. Même pas, j'ai pas fait une montée, j'ai fait un début de centrage en bas. Et puis après, c'est la personne qui a travaillé. Et puis sur une heure et demie d'atelier, je crois qu'au bout de 25 minutes, elle a arrêté de travailler la terre, il n'y avait plus besoin. Il y a eu des émergences en elle émotionnelles. Et c'est cette matière-là qu'on a travaillé ensuite ensemble. Et la terre n'a plus servi à rien. Et après, je l'ai invité à détruire cet objet pour que ça la libère de ce qui s'était passé là. D'accord. Tiens, ici, il y a un autre sujet. C'était tout à l'heure, on parlait de l'éducation des ingénieurs à toujours vouloir faire de la haute technologie. Ça, c'était super intéressant. Oui. Donc moi, d'une formation d'ingénieur, j'ai énormément apprécié tout le raisonnement intellectuel qui va chercher à optimiser, à faire mieux et tout ça. Je trouve ça très bien. Et par contre, je me suis senti en désaccord sur produire beaucoup plus tout le temps, sur produire beaucoup plus, entre guillemets, à n'importe quel prix, sans prendre soin de la terre, de la vie. Donc là, ça m'a mis en désaccord. Je pense que c'était aussi en lien avec mon burn-out où il y avait dissonance. Parce que tu faisais des formations, tu me parlais tout à l'heure. Alors avant, j'étais ingénieur. Là, depuis ma nouvelle vie, on va dire, je suis enseignant en école d'ingénieur. J'enseigne la conception mécanique à des étudiants, des jeunes adultes.
Et avec cet élan où maintenant je vois les choses différemment, je me dis comment je peux leur insuffler l'élan pour qu'ils soient dans l'optimisation, mais mesuré, c'est-à-dire comment je peux faire du mieux possible avec un minimum de ressources. Et je leur dis, soyez des flemmards les gars. Vous êtes enfin il y a des filles aussi, mais soyez des flemmards. Le métier, l'ingénieur, c'est le summum de la flemmardise. Comment je peux, avec un minimum d'énergie, faire du mieux possible pour qu'après, il y ait encore moins d'énergie à dépenser. Comment je fais pour que, en appuyant sur un bouton, il y a un moteur qui démarre, j'appuie sur une pédale, la voiture se déplace, je fais 500 bornes en consommant moins d'énergie que de monter mon escalier. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment ça. Et si en plus on peut regarder en se disant, bah, aujourd'hui un moteur à combustion classique, on a un rendement de 30% à peu près. Quand on regarde l'énergie fossile, on a 100%. Et une fois que la voiture s'est déplacée, on a de l'ordre, même un peu moins, je crois que c'est 28% sur les beaux moteurs. Comment je peux trouver des manières de faire pour que, à défaut d'utiliser autre chose que du pétrole, si je continue dans le pétrole, bah, je passe à 35% ou 40%, je ne sais pas. Et si c'est pas possible, des solutions alternatives, on voit le développement de l'électrique ces temps-ci. Je me questionne moi sur les problématiques de développement de l'hydrogène et ça me regardait, je crois que c'est très politique et j'ai déjà assez à faire ici, je m'en questionne pas, mais voilà, comment vous allez pouvoir vous insérer dans une vie professionnelle qui est encore très ancrée sur la compétitivité économique, vous décaler un petit peu pour aller sur quelque chose qui est plus vivant, et puis sans aller dans le low-tech, parce que là on est dans le high-tech, alors c'est un peu entre les deux. Mais de toute façon, c'est pas moi qui vais vous dire d'arrêter d'être ingénieur. Enfin, c'est aussi un beau métier. C'est juste, voilà, si sur le plan philosophique, un peu philosophie de vie, je peux vous apporter autre chose que le truc comme ça, moi j'ai gagné mon pain, là, il n'y a pas de souci. Et ça marche, tu arrives à les convaincre? Ah oui, il y en a certains, il y en a d'autres qui sont... Ils sont quel... Et en fait, j'ai pas envie de les convaincre. J'ai envie de leur proposer quelque chose et qu'ils choisissent. Alors, je travaille en 2e, 3e, 4e année, donc ça nous fait des 20, 21, 22 ans. Ouais. Ok, ici, là, sur la Sarthe. Oui, sur Laval. En Mayenne, du coup. Oui, c'est à côté, ouais. Mais c'est pas très loin. D'accord, une école d'ingénieur en mécanique là-bas. Oui, aéronautique, les STACA. Et sinon, je voulais, au niveau de l'éducation, toujours, tu as des enfants, toi, c'est ça? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai alors Jules qui a 12 ans et demi, en gros, et Roman qui a eu, il y a quelques jours, 9 ans. D'accord. Et comment ils le vivent, ça? Ils cherchent pas à être ingénieurs, ou est-ce que ça va, les low-tech, ça leur convient? Parce que la vie... je pose pas trop la question, et puis moi... Ils sont encore jeunes, 12 ans. Ils sont encore jeunes, et j'ai vraiment cette envie, cette proposition. En fait, moi, j'ai été dans les métiers de l'ingénierie parce que j'ai senti de mon environnement familial que les mecs devaient être ingénieurs, et puis les femmes s'occupaient de la famille. Et c'était comme ça. Petit, c'était la normalité pour moi. Donc j'ai fait ça, et puis au fur et à mesure, en grandissant, je me suis dit, ah ouais, mais il y a un truc qui passe pas. Donc l'invitation, la proposition que j'ai envie d'alimenter auprès de mes enfants, c'est suivez votre cœur, suivez votre élan du fond. Votre maman est en CDI dans un poste machin, moi pendant le temps j'étais en CDI dans un poste bidule, je me suis ouvert à pouvoir faire des choses très différentes. J'ai envie de pouvoir vous offrir ça aussi à vous, d'aller faire ce qui vous fait vibrer. Alors en France, c'est pas évident parce que quand t'as pas fait une formation, quand t'as pas machin, c'est compliqué d'aller tester un métier. Ça s'ouvre un peu, mais il y a d'autres pays où effectivement t'arrives, bonjour, je voudrais faire ça, t'as déjà fait? Non, bon bah tu viens une demi-journée, on verra bien après. Et si ça le fait, ça le fait. Et puis tac, t'es serveur dans un resto pendant 6 mois, tu deviens peut-être cuisinier l'année d'après, et puis ainsi de suite. Et là, tu peux vivre ton chemin de vie. Donc moi, je serais plutôt dans l'invitation. Là, j'observe que les enfants, il y a les questions très amusantes en septembre. Papa, je mets quoi sur profession du papa à l'école? Ce que tu veux, mon chéri. Tu peux mettre ingénieur, enseignant, potier, facteur de tambour si tu as envie aussi. Ce qui te paraît correct pour toi. Voilà. Donc là-dessus, je suis plutôt là-dedans. Et je me dis que la richesse de la vie que j'ai aujourd'hui peut être inspirante pour mes enfants. On discute un peu avec mon fils aussi de ce que propose la société, l'éducation nationale, un cadre assez particulier. Et que ça, c'est l'environnement dans lequel il est, mais c'est peut-être pas sa vie.
Donc comment accepter pendant quelques heures d'être en lien et de répondre à ça, et à la fois à côté de pouvoir trouver l'espace pour soi, pour être soi-même et puis vivre autre chose. Et c'est un peu cette danse-là que je fais moi au quotidien dans la société. C'est pas ma préférence, globalement, les propositions de la société sont pas ma préférence, et à la fois j'ai l'électricité, j'ai l'eau courante, j'ai un environnement sécurisé, voilà. Donc c'est un mix entre les deux. Voilà, je combine avec, je fais pas toujours les choses dans les règles de la société, et en même temps personne vient trop me dire que c'est pas bien, mais voilà, je fais dans le respect, mais avec un ajustement pour pas non plus répondre de manière un peu bête, j'allais dire. C'est ça, ouais. Moi, c'est un peu le sujet pourquoi je lance Génération Locale, parce que mon cœur, il balance vers l'environnement, mais en même temps, j'adore voyager, j'adore polluer, quoi, profiter de la vie. Non, tu adores pas polluer, mais indirect, c'est voilà, c'est l'illusion. Voyager, et les conséquences, pour voyager, il faut de l'énergie, et à un moment donné, tu consommes de l'énergie. Et c'est tout. Donc l'espace ici, donc là, on est en mode tour. Quand j'enlève le tour, j'ai une table à mettre par-dessus. C'est là que je travaille mes tambours, par exemple. C'est là que je bâtis mes vêtements avant de les coudre derrière. C'est là, quand j'ai besoin d'espace pour dessiner, je m'installe là et puis il y a de l'espace. C'est trop bien ici, ton espace. C'est un espace modulaire qui est fabuleux. Le radiateur, je l'ai trouvé sur le trottoir. Le thermostat marchait pas, j'avais récupéré sur notre chaudière un thermostat, voilà, moi je l'ai rebranché dessus, puis maintenant ça chauffe ma C'est trop bien, ouais. Quand il y en a besoin, et c'est pas tout le temps. Donc voilà. Ouais. Bon, allez, on va essayer de faire un atelier poterie du coup, on va essayer de voir comment fonctionne ton tour, et puis